cette vidéo, on essayera d'entamer un second chapitre de la statistique descriptive, à savoir les indicateurs de dispersion. On a vu en première partie, dans un certain nombre de vidéos, on a présenté ce qu'on appelle les indicateurs de position, ou bien on les appelle également les indicateurs de mesure de tendance centrale. Je rappelle ici les mesures de tendance centrale qu'on a vues dans les vidéos précédentes. On a vu la moyenne, X bar, pour une moyenne pondérée, je rappelle, variant de 1 jusqu'à K, NI, XI, avec sigma de NI égale à grand N. D'accord? Ça, c'est la moyenne arithmétique simple et pondérée aussi, parce que les NI correspondent au nombre de répétitions d'une valeur dans la série statistique. On a vu également la médiane, c'est la valeur qui divise la série d'observations en deux parties égales, c'est-à-dire que 50% des observations sont supérieures à cette valeur et 50% lui sont inférieures. Donc, en deux parties égales. On a vu aussi le mode, qu'on note MO, c'est la valeur qui correspond à l'effectif le plus élevé de la série. Également, on a vu les quartiles. C'est un peu le même genre que la médiane, sauf que ce sont trois valeurs qui divisent la série d'observations en quatre parties égales. Maintenant, en statistique descriptive, c'est intéressant d'avoir une information en premier, c'est-à-dire devant une série d'observations assez grande, assez longue, où il y a beaucoup de nombres, c'est bon d'avoir un nombre, un indicateur qui synthétise toute la série. C'est le rôle de la médiane, de la moyenne, du mode et des quartiles. Maintenant, c'est bien beau d'avoir cette information, mais en statistique, on l'accompagne le plus souvent par ce qu'on appelle les indicateurs de dispersion. C'est-à-dire, on a la moyenne au niveau de la série et on voudrait savoir comment les données de la série se situent par rapport à la moyenne. Est-ce qu'ils sont concentrés autour de la moyenne, se trouvent très proches, ou bien est-ce qu'ils sont assez éloignés? Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'un certain nombre d'indicateurs pour apprécier, estimer cette dispersion autour des valeurs centrales. Et ce, avec ce que l'on appelle les indicateurs de dispersion. Maintenant, avant d'entamer la présentation des différents indicateurs de dispersion, essayons de voir à travers un exemple l'intérêt qu'on a de calculer et de faire accompagner une mesure de tendance centrale telle que par exemple la moyenne par le biais d'un indicateur de dispersion. Voilà, vous avez devant les yeux un petit exemple que j'ai préparé. Ce sont un examen qui s'est déroulé dans un grand lycée et où on a essayé de voir un peu, de comparer les notes entre les notes obtenues par les garçons et les notes obtenues par les filles. Par exemple, dans une matière telle que les mathématiques. Alors, vous avez au niveau du tableau, on a les notes qui varient de 5 jusqu'à 16. Pour les garçons, que je note ici G, c'est-à-dire le nombre de garçons qui ont eu telle ou telle note, G.NI, et les filles, F.NI. D'accord? Ça, c'est pour le nombre des garçons, et ça, c'est pour le nombre des filles. D'accord? Donc voilà un peu la distribution pour chaque catégorie. Pour les moyennes, on voit que la moyenne des garçons, par exemple, est égale à 10,12,
Par contre, celle des filles, elle est à peu près équivalente, c'est 10,46. Maintenant, essayons de voir à travers les histogrammes comment ça se présente. Alors, pour les garçons, on voit par exemple que la dispersion, hein, bien qu'ils aient des moyennes plus ou moins proches, la dispersion pour les garçons, hein, elle est beaucoup plus grande. Regardez, ça là va de 5 jusqu'à 16. D'accord? Par contre, au niveau des filles, la dispersion est plus limitée. Cela suggère peut-être qu'au niveau des filles, le niveau est plus homogène que celui chez les garçons. D'accord? Et voilà un peu l'intérêt de chercher et de calculer les indicateurs de dispersion qui doivent accompagner la présentation d'une mesure de tendance centrale telle que la moyenne. Maintenant, présentons d'abord les indicateurs de dispersion que l'on va présenter dans cette partie. Donc, les indicateurs de dispersion, on va voir ce qu'on appelle l'étendue, on va voir également la moyenne absolue des écarts, la variance et l'écart type en fait. Enfin, on terminera par la présentation de ce qu'on appelle le coefficient de variation. Remarquons d'abord que de par leur construction, tous ces indicateurs sont positifs. D'accord? Donc, quand je parle d'indicateurs, ce sont l'étendue, la moyenne absolue des écarts, la variance et l'écart type. D'accord? Maintenant, on va essayer de détailler un peu plus chacun de ces indicateurs. On va voir d'abord l'étendue. Soit une série d'observations qu'on note grand X, X1, X2, Xi, Xn, c'est-à-dire n observations. Donc l'étendue est définie par une série. Tout simplement, je pense qu'on l'a déjà vu en présentant les quartiles. Hein. Donc l'étendue, c'est le max d'une série, max de la série X moins le minimum de la même série. Par exemple, on a vu la série des garçons, que max de la série des garçons pour les notes, qu'est-ce que c'était combien? C'était 16. Et que le minimum de la même série, c'était 5. Donc, l'étendue de cette série est égale à 16 moins 5, cela nous donne 11, c'est-à-dire 11 points d'écart. C'est-à-dire entre le minimum
Et le maximum de cette série, les observations sont étirées en un intervalle dans un écart de 11 points. D'accord? Remarquons ici que l'étendue est exprimée en la même unité que celle de la série d'observations, du caractère étudié. Ici, par exemple, on a le caractère étudié, c'est la note, donc c'est exprimé en points. L'étendue, également, le résultat de l'étendue est exprimé en termes de points, comme on voit ici, 11 points. Si par exemple on avait une variable telle que la taille à étudier, exprimée en centimètres, l'étendue de cette variable sera également exprimée en centimètres. Remarquons d'abord aussi, dans le même cadre que l'étendue, parce que l'étendue, on l'avait utilisée, on l'avait déduite quand on avait calculé les quartiles. On peut également citer comme moyen de dispersion l'intervalle interquartile qu'on avait vu dans une vidéo précédente. Je rappelle ici l'intervalle interquartile, c'est la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. Et cette différence regroupe cet écart regroupe 50% de l'effectif total de la série. D'accord? On peut également le considérer en tant que mesure de dispersion du moment qu'il regroupe à peu près 50% de l'effectif total. Et si par exemple l'écart interquartile est très faible, c'est-à-dire la différence entre le troisième quartile et le premier quartile est très faible, cela pourrait être interprété comme une très forte concentration de l'effectif autour de la médiane. On sait que la médiane se trouve, c'est le deuxième quartile, et il se trouve entre le premier et le troisième quartile. D'accord? Avant de terminer, disons que pour l'étendue, signalons avant de terminer cette partie concernant l'étendue, que l'étendue présente un petit avantage. Il est facile à calculer. Il suffit de trouver le maximum et le minimum d'une série et on pourra le déduire. Par contre, la limite de l'étendue de cet indicateur, qu'il reste sensible aux valeurs extrêmes de la série. D'accord? En fait, c'est le fait que les valeurs qui sont isolées, ce sont les valeurs extrêmes, ce sont des valeurs isolées au sein de la série qui sont très éloignées du niveau où se situe la majorité des observations. Cette même limite, on l'avait remarqué également en présentant le cas de la moyenne. Si vous vous rappelez, dans la présentation de la moyenne, l'une de ces insuffisances de la moyenne, c'était qu'elle est très sensible à des valeurs isolées au niveau de la série observée. Maintenant, voilà, je pense qu'on a terminé. Dans la prochaine vidéo, on va poursuivre notre présentation des différents indicateurs de dispersion. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut!